Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière causerie de la saison 2022-2023. Un peu d'émotion parce que c'est toujours ça, 9e saison. Merci donc, à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Donc, on a les promotions de master spécialisés, amélioration continue, également management par projet. On a les ingénieurs généralistes par apprentissage de 4e année. Et on a évidemment tous ceux qui nous regardent par le live chaque semaine ou ponctuellement. On est sur un cycle de conférences, comme je le disais, depuis 9 ans, tous les mardis de 13h à 14h, les causeries saisies, de fin octobre à fin avril, comme je le disais, dernière causerie cette année. Et ça reprendra donc en octobre prochain. Le live, ça permet aux gens de notre centre, par exemple, d'Orléans, puisque là, nous sommes dans l'amphithéâtre Cézanne-Nanterre, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, de nous voir, mais également des 25 sites en France. Donc, les tuteurs peuvent également nous voir, les institutionnels, nos partenaires, mais aussi vos réseaux personnels. N'hésitez pas à diffuser ce lien live. Il est gratuit, il est facile, il n'y a pas d'inscription et il est surtout unique pour toute la saison. Et les saisons, j'ai envie de vous dire, puisqu'on ne changera pas de live normalement, sauf vraiment problème technique, mais on ne changera pas pour la prochaine saison. Donc n'hésitez pas à diffuser, parce que c'est toujours intéressant. On essaye d'avoir des thématiques diverses et variées qui parlent à tous, transverses, sur des actualités. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on a encore un sujet ultra passionnant et hyper d'actualité. On a dû le remplacer parce que le causeur initial s'excuse. Il a eu malheureusement un problème, un contretemps. Il n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais c'est avec joie qu'on reçoit aujourd'hui Massinissa Ben Abdeloued et qui va, j'en suis sûre, assurer cette dernière causerie de la saison. Donc, pour les causeries, c'est un moment interactif pour ceux qui nous regardent également. Il y a des questions et c'est tant mieux. On a 10 minutes de questions-réponses à la fin de la présentation où on attend de vous évidemment un échange riche. Voilà, on est vraiment là pour discuter avec l'intervenant. Et vous envoyez vos questions via l'adresse mail suivante pour ceux qui nous regardent à travers le lien live à causerie au pluriel idfc tout accroché @cesi.fr. Pour les personnes dans la salle, vous levez bien la main et je vous apporte le micro et j'alterne avec les questions via le live. Voilà, écoutez, vous pouvez accueillir chaleureusement le causeur du jour, Massinissa. Bien là. Merci. Et bonne causerie à tous. Merci Louise. Merci à tous, bonjour à tous. L'objectif d'aujourd'hui, on va parler de l'impact du réchauffement climatique sur notre planète. L'objectif à la fin, on va voir s'il y a un endroit où on peut vivre sur cette planète, les 7 milliards, c'est-à-dire de cette planète, il y a un endroit qui est peinard, qui est tranquille, qui n'est pas touché par le réchauffement climatique, où on peut tous vivre ou pas. Ou bien on doit changer notre comportement, sinon. Oui. Change micro. Merci. Ouais, c'est bon comme ça? Merci. Donc l'objectif est de parler, on va voir si notre planète complètement est impactée par le réchauffement climatique ou pas, s'il y a un endroit qui est peinard ou pas, ou bien on doit changer nos habitudes. C'est la seule solution. Donc ça, c'est la planète que vous connaissez. Ça fait depuis son apparition, elle a cette forme-là, elle n'a pas changé, le même périmètre, la même superficie. Aujourd'hui, on est 7 milliards sur cette planète. Et cette planète nous offre des ressources aussi. Donc il y a des ressources renouvelables et non renouvelables, fossiles. Il y a des ressources biologiques, minérales et fossiles. Il y a de l'énergie renouvelable et de l'énergie fossile. Il y a aussi un écosystème, notamment l'eau. La planète nous offre tout ça et gratuitement. On ne paye rien du tout. Voilà. Si on compare la planète, j'aime bien l'exemple de Jean-Marc Jancovici que vous connaissez peut-être. Il compare notre planète avec cette station spatiale que vous connaissez de Thomas Pesquet, l'astronaute français. Donc cette station, elle a coûté 100 milliards de dollars pour 6 personnes. Et dans cette station, on a le minimum. On n'a pas de sol, on n'a pas de ressources, on n'a pas d'eau, il n'y a pas de nappe phréatique, etc.
Donc, et elle coûte 100 milliards de dollars, c'est-à-dire 15 milliards par personne. Alors que notre planète, donc il a extrapolé ça, si cette planète, elle coûte 15 milliards par habitant, donc notre planète Terre qui offre des ressources et elle offre plein d'autres choses, donc elle coûte au moins 15 milliards par habitant. Donc, et sachant que généralement on détruit environ 1 pour 1000 du capital naturel et pour générer une production d'environ 15 000 dollars. Donc ce qu'on peut dire, la planète Terre, elle nous facture 1000 fois, presque 1000 fois une perte de son capital. Donc une entreprise qui facture moins que son capital, donc elle est faillite. Donc c'est là elle est complètement faillite. Et donc là, on peut rejoindre complètement la théorie de la collapsologie que vous connaissez peut-être, qui a été publiée en 1972. Cette équipe de MIT, ce qu'ils ont fait, ils ont tourné un modèle mathématique. Donc, je vous invite d'aller voir en détail. C'est très intéressant à lire ces articles. Il y a des résumés intéressants que vous pouvez lire sur cet article. Donc, ils ont pris plusieurs variables, la population, la production industrielle, des ressources, la pollution et la production agricole. Les ressources, ils ont pris surtout tout ce qui est les ressources fossiles. Donc, ils ont fait tourner ce modèle mathématique, c'est l'interaction en différentes variables. S'ils sont arrivés à une conclusion, c'est qu'une croissance, une fois qu'elle dépasse sa limite, ça c'est une limite d'érosion, donc elle dépasse, elle atteint un pic et puis c'est l'effondrement. Donc si on est intelligent un peu et on se rend compte à un moment donné qu'on est en danger, on peut changer un peu cette croissance et essayer d'aller vers un atterrissage en douceur pour arriver vers cette limite-là. Sinon, si on continue à consommer comme ce qu'on fait aujourd'hui, ça sera complètement l'effondrement des ressources ou de la population ou de tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, si on regarde ce qu'on fait avec notre consommation, donc là, on a une seule terre. On a dépassé la consommation, donc c'est de la capacité de la Terre, ce qu'elle peut nous fournir. On a dépassé ces capacités d'une Terre. Donc si on continue à consommer de la même manière et de la même vitesse et on pollue de la même manière, on ne change pas les habitudes, d'ici 2030, on va dire qu'on a consommé 2 terres. Ici, on change nos habitudes, on va vers ce modèle-là, c'est-à-dire l'atterrissage en douceur. D'ici 2030, on va consommer une terre et demie. Donc la pollution, on n'a pas complètement arrêté la pollution. Hein. Donc on peut regarder ce qu'on a consommé aujourd'hui, notamment tout ce qui est l'énergie fossile. On voit qu'on a dépassé les limites et on atteint un pic. Donc là, il faut s'attendre à ce qui se passe actuellement, un peu à l'effondrement. Donc l'idéal, c'est d'essayer de travailler sur ces ressources renouvelables et nucléaires pour remplacer plus ces ressources et on va voir un effondrement, on revient à ce modèle, c'est-à-dire un atterrissage en douceur de ces ressources fossiles, même s'ils ont pratiquement, on a atteint leurs limites. Pour les minéraux, tout ce qui est les métaux, etc., donc là, déjà, on commence à voir un manque sur plein d'éléments de métaux. Un peu partout, on entend qu'il y a un manque réel. Donc on peut voir que la croissance, elle est très linéaire. Et aujourd'hui, vous voyez qu'on est x10, x15 à chaque fois. On n'arrête pas d'augmenter notre consommation. Donc à un moment donné, il y aura un effondrement, c'est l'épuisement des ressources. Il faut savoir que ces ressources-là, tout ce qui est pétrole, ou les métaux, etc., ils peuvent être renouvelés sur la planète, mais à l'échelle de 1 million d'années. Ce n'est pas à l'échelle de l'homme.
En 2004, la même équipe, ils ont réactualisé à leur tête ce monsieur. C'est l'équipe toujours de MIT. Ils ont repris leur modèle mathématique. Ils ont amélioré, actualisé leur modèle. Et donc là, ils ont proposé 4 scénarios. Le 4e scénario, on le laisse à la fin de l'exposé. Mais ce qu'on a remarqué, que le scénario qui correspond à ce jour-là, à notre consommation, c'est le scénario 2. On a remarqué qu'il y a la pollution, la courbe de la pollution qui n'arrête pas de progresser, et aussi les ressources, on a atteint les limites, et à un moment donné, on va atteindre les limites, et à un moment donné, il y aura l'effondrement. Donc on voit très bien qu'il y a un lien entre la pollution et l'épuisement des ressources. Et bien sûr, une fois on a pollué, on a atteint le pic de la pollution et on a fini avec les ressources, il y aura un impact sur nous aussi. On voit l'effondrement aussi de la population. C'est-à-dire on va vers pratiquement la disparition de notre espèce. Il y en a un autre scénario qui peut un peu sauver l'humanité, c'est surtout si on investit un peu dans la technologie. Mais comme c'est cher, peut-être elle sera accessible, tout sera accessible uniquement à certains, pas tout le monde, voilà, pour sauver l'humanité. Donc il y aura une injustice sur cette planète. Donc pour éviter tout ça, on n'a pas le choix. On doit changer nos habitudes et réfléchir, comme on a remarqué que la pollution, elle impacte vraiment notre société et notre espèce surtout. Donc soit on s'oriente vers l'énergie renouvelable, non polluante, et si on fait ça, il faut qu'on change nos habitudes. Parce que l'homme, il a déjà essayé au Moyen-Âge, il a essayé avec l'énergie renouvelable. Je ne sais pas si vous acceptez de vivre comme ça aujourd'hui. Par exemple, pour les A4, ceux qui vont en mission internationale, si vous acceptez de prendre un bateau comme ça, ou bien de voyager comme ça pour faire votre mobilité internationale 12 semaines. Voilà, c'est un choix de vie. Donc, ce qui est sûr, si on veut garder plus ou moins le niveau de vie qu'on a aujourd'hui, on est obligé d'aller vers une énergie peut-être nucléaire, ou bien utiliser les deux. Et par contre, l'énergie nucléaire, bien sûr, on dit on ne peut pas la mettre partout. Il y a des endroits peut-être sur la planète où on ne peut pas utiliser l'énergie nucléaire, mais il ne faut pas dire qu'on sera à 100% pour l'énergie nucléaire et on abandonne l'énergie renouvelable, ou bien on sera à 100% vers l'énergie renouvelable et on abandonne l'énergie nucléaire. Peut-être on doit se mettre tous à table à un moment donné pour dire voilà, c'est un débat de société. L'énergie nucléaire, elle peut apporter beaucoup de choses, notamment pour la France qui est bien avancée sur cette technologie. Le seul problème de l'énergie nucléaire, ça présente un danger, des risques d'accident, etc. Mais ça, en France, on sait gérer tout ça. Mais ce qui est sûr, et tout le monde est d'accord, je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais en 2019, il y avait au moins 11 000 scientifiques, 11 000 articles, des articles sérieux qui parlent de risques et de la vulnérabilité de notre société. Donc aujourd'hui, on peut voir un peu partout dans le monde des tempêtes, des inondations un peu partout, le recul de la banquise, des glaciers, etc. Et là, on arrive, chaque année, on voit un peu plus que l'année précédente, plus les pics de chaleur que vous avez vécu l'année dernière. Ce qui est sûr, si on prend les études récentes, et si on prend les études, on va un peu voyager un peu dans le temps. Si on prend notamment la courbe climatique de derniers millions d'années, ce qu'on appelle le Pléistocène, on voit que la Terre a toujours connu des pics de chaleur et du froid. Et si on compare cette courbe de chaleur, les pics, souvent, ça coïncide avec les pics de CO2 ou bien des gaz à effet de serre d'une manière générale, mais surtout sur le méthane et le CO2. À chaque fois, on a un pic de CO2, il coïncide avec le pic de chaleur. Et ça sur
presque 1 million d'années sur l'ensemble de la dernière période, on peut dire, géologique. Et si on prend les études de Jean Josel, peut-être que vous connaissez, que je vous invite à regarder ces articles, un Français qui a travaillé beaucoup sur, c'est un paléoclimatologue qui a travaillé beaucoup sur le climat. Il a montré dans ses études, notamment sur le dernier millier d'années, que tout ce qui est les gaz à effet de serre, ils étaient plus ou moins stables jusqu'à la révolution industrielle. On voit qu'il y a un pic. Donc, on voit que ce pic-là n'est pas là par hasard, c'est qu'il y a un impact anthropique, c'est-à-dire l'activité humaine, est forte. Donc, ce pic-là est sans doute coïncide avec le pic de chaleur qu'on vit récemment ou actuellement. Donc là, on a deux solutions. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut choisir. C'est que soit on se dit, on prend la philosophie de Trump, de toute façon, ça va se réchauffer, on s'en fiche, on profite de la vie, on reste comme ça, on ne change rien. C'est un concept. Et là, on va directement vers l'extinction. Mais on accepte, on va vers la fin de l'homme. Et les espèces, on a connu dans les temps géologiques, je peux vous montrer après, que d'autres espèces ont connu ce destin-là. Deuxième solution, c'est qu'on dit, bon, on est en face à un problème et on va réfléchir ensemble. Et il faut savoir, chaque crise pousse à la poussée. Toutes les crises, c'est grâce aux crises qu'on peut évoluer. Et on peut le voir dans la nature. Toute l'évolution des espèces, c'est grâce à une crise. À chaque fois qu'ils sont dans une crise, ils s'adaptent à la crise pour passer ce cap-là. Donc, ça fait une évolution de l'espèce. Donc, on va dire, on a un problème en face de nous, on va réfléchir, on va faire des efforts et ça va nous pousser vers l'évolution de notre pensée, de nos comportements, c'est-à-dire l'évolution de l'homme carrément. Si on va voyager au des temps géologiques, depuis, on ne va pas dire depuis l'apparition de la Terre, mais depuis le précambrien, on va dire, notamment depuis l'apparition de la vie sur Terre, il y a environ 570 millions d'années. La Terre, elle a connu plusieurs crises, mais les plus grandes crises, il y en a 5. Donc il y a deux crises en paléozoïque. La plus grande crise, c'est le passage du paléozoïque au mésozoïque, ce qu'on appelle la crise permo-triasique. C'est une crise où on a eu 80% des espèces ont connu une extinction. Et on a deux crises au mésozoïque, et celle de mésozoïque, passage mésozoïque vers le cénozoïque, c'est la crise où on a connu la disparition des dinosaures. Il faut savoir qu'à chaque crise, on n'a jamais eu 0 espèce. On a connu une extinction souvent entre 60%, moins de 60%, à part la crise permo-triasique où on a connu 80% des espèces. Et il faut savoir que certaines espèces ont réussi à traverser toutes les crises, plusieurs crises. Par exemple, on prend le cas de la tortue. Elle a traversé elle était plus ancienne que le dinosaure, mais elle a traversé 2 grandes crises, une au Mésozoïque là, et la deuxième, celle qui a poussé vers l'extinction des dinosaures. La tortue, elle sait gérer son espace, sa nourriture, elle sait se mettre en confinement, donc elle a réussi à passer toutes ces crises. Le seul problème qu'elle a, la tortue, c'est la crise provoquée par l'homme. Tout avant l'homme, elle a su gérer, mais là, aujourd'hui, elle est menacée. Elle est menacée à cause de l'homme. Donc, ce qu'on regarde, certains scientifiques pensent qu'actuellement, il y a une nouvelle crise qui est semblable à ces 5 crises. Et en effet, si on regarde ce qui se passe dans la nature aujourd'hui, on trouve qu'il y en a la disparition des espèces. Aujourd'hui, elle est 100 fois supérieure par rapport au taux normal. Et vous pouvez le voir, il y a une journée, par exemple, des oiseaux, vous pouvez rester dans vos jardins ou à côté dans un jardin et compter le nombre de couples ou des oiseaux qui passent dans le même endroit. Et je vous invite à faire ça, vous allez être impressionné que finalement, il n'y a pas autant que ça
des oiseaux dans votre quartier ou autour de vous. C'est les mêmes finalement qui tournent. On a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais finalement non. Ouais. Et aussi, l'homme est touché par ces crises-là. On voit certaines populations commencent à être impactées. Ils commencent, en dehors de tout ce qui est problèmes géopolitiques, etc., commencent à bouger un peu partout dans le monde, notamment en Méditerranée. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, surtout, quelques points, on va faire des zooms sur quelques points, notamment la hausse des températures, c'est-à-dire tout ce qui est lié à ce réchauffement climatique. On va voir quelques exemples sur la hausse des températures, l'élévation du niveau de la mer, l'érosion du sol aussi, et le stress hydrique. Et on va faire un petit zoom sur les océans, ce qui se passe dans les océans. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette... Ouais, je ne vais pas intégrer, je supprime cette slide. Ou je la laisse, c'est comme vous voulez. Je la laisse. Vous connaissez le GIEC. Donc je vous invite aussi de lire les rapports du GIEC. C'est intéressant, notamment le dernier qui est publié le 20 mars. Vous pouvez, c'est un grand rapport. Si vous voulez, soit il y a d'autres résumés que vous pouvez trouver sur Internet intéressants. Sinon, même sur ChatGPT, si vous lui demandez de faire un résumé du rapport, il peut vous le donner, synthétique et très bien fait. Donc, je vous conseille d'aller lire en détail ce que le rapport de GIEC. Donc, en résumé, ce qu'il propose, les problèmes aujourd'hui liés au changement climatique, c'est la température, l'émission des gaz à effet de serre et aussi les risques que j'ai déjà montrés. Et puis, les impacts, notamment l'extinction des espèces, la qualité de l'eau aussi, les maladies, et puis sécurité alimentaire. Donc, tout est lié entre eux. Et le rendement agricole. Et puis, ce qui est intéressant aussi, il présente des solutions. Donc, généralement, ce rapport parle bien aux décideurs politiques. Donc, c'est ça les points les plus importants que vous pouvez trouver sur ce rapport de GIEC. Si on résume dans quelques points de ce rapport, on regarde surtout les vagues de chaleur aujourd'hui. On voit que entre 1850 et 2020, on est passé de ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, c'est-à-dire une période froide, vers un pic de chaleur. Et ça coïncide surtout avec l'impact de l'homme, l'impact anthropique, on va dire. Et vous allez voir, entre 1850 et 1900, on a rarement des périodes de canicule. Si on peut dire on a une en 50 ans. Aujourd'hui, on a à peu près entre les deux périodes 1 degré de plus. Donc on voit, on a 5 fois de canicule plus que cette période-là. Donc si on continue à réchauffer la planète, si on atteint 1 degré, si on atteint 1,5 degré, ce sera la période, le nombre de canicules, il peut être doublé, ainsi de suite, si on atteint les 2 degrés, etc. Et vous allez voir, si on atteint les 4 degrés, c'est une catastrophe. Voilà. C'est pour ça qu'on est poussé, on doit faire des efforts aujourd'hui, là, l'été prochain ou d'après. Il faut s'attendre, il peut y avoir des périodes de canicule dans certaines régions qui peuvent atteindre 50 degrés en France. Voilà. Ce qu'on peut trouver parfois en Afrique du Nord. On peut avoir des périodes de canicule de 50 degrés actuellement. Donc, dans ce rapport, vous pouvez trouver 4 scénarios. Plus on réchauffe la planète, on a le recul du glacier, notamment la banquise. Le scénario le moins catastrophique, ils sont situés ici, les plus catastrophiques en bas. Si
plus plus on recule, la glace recule. Si on atteint ce scénario, ça veut dire le niveau de la mer peut avancer plus sur les côtes. Donc l'objectif, c'est de rester sur ces scénarios. Normalement, c'est ça notre objectif. Si on fait un peu d'effort, on atteint ça. Il faut savoir que la planète ne va pas s'arrêter de se réchauffer parce qu'elle a déjà les gaz à effet de serre, ils sont cumulés déjà. Donc, même si on arrête, il y aura zéro gaz à effet de serre. On décide aujourd'hui, il y aura zéro, mais la planète va se réchauffer quand même parce qu'on a déjà cumulé pas mal. Donc, si on se dit, on arrive ici avec un scénario moins catastrophique, c'est-à-dire on limite la température, elle va atteindre 1,5 degré. La glace, elle va reculer, mais au niveau de la mer, par contre, il va atteindre environ 1 demi-mètre par rapport au niveau d'aujourd'hui. Par contre, si la fonte des glaces, presque elle atteint complètement, on perd toute la banquise, le niveau de la mer peut dépasser 1 mètre. Il faut savoir, dans ce scénario, on n'a pas pris en compte le gonflement des océans. Parce que quand on réchauffe l'océan, la densité change, il peut se gonfler. Ce facteur-là, on ne le maîtrise pas, les scientifiques ne le prennent pas en compte. Donc il peut y avoir des centimètres ou voire quelques mètres de plus par rapport à ces scénarios. Donc il y a ici, c'est la calotte glaciaire, il y a 18 000 ans. Et la dernière glaciation, c'était la calotte glaciaire, elle était là. Et aujourd'hui, on n'a que ça. Voilà. Donc si on réchauffe encore la planète, je vous laisse imaginer le tas, comment elle sera la banquise, notamment la banquise. Et plus cette glace-là fond, il y aura le niveau de la mer qui va avancer et augmenter. Entre ces deux périodes-là, et entre ces deux périodes, il n'y a que 5 degrés de différence. Ce n'est pas énorme. Donc c'est simple. Si on suppose il y a 18 000 ans, la glace elle était là, le niveau de la mer était à ce niveau-là. Là, on va supposer c'est un bloc du continent. Je fonds ma glace, je lève le niveau de la mer. Voilà. On fond encore, on aura le niveau, il va avancer sur nos villes. Il faut savoir que la plupart des villes, les plus grandes villes, sont situées généralement sur les côtes. Donc en Europe occidentale, la dernière glaciation, pendant la dernière glaciation, si on zoome un peu sur le continent, un peu sur la France et sur l'Europe occidentale, la glaciation, elle était au sud de l'Angleterre. Elle est arrivée jusque-là. Donc à cette époque-là, le niveau de la mer, il était au large du Finistère. C'est-à-dire ici, il n'y avait pas la mer de la Manche, il y avait ce qu'on appelle le fleuve Manche. C'est-à-dire pour aller en Angleterre, on pouvait prendre le mec là, il peut prendre sa 4x4 et traverse, il peut aller en Angleterre et sans visa. Et à ce moment-là, tous les fleuves et les rivières se regroupent ici et forment ce qu'on appelle le fleuve Manche. Donc, et le fleuve traverse toute la partie de la Manche pour rejoindre le bas niveau marin au large du Finistère. Donc aussi aujourd'hui, pendant le haut niveau, quand on a le niveau de la mer élevé pendant les interglaciaires, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les périodes actuelles, le niveau de la mer, il est là, ce que vous connaissez aujourd'hui à peu près. La Seine débouche aujourd'hui au niveau du Havre, l'estuaire du Havre. Mais il y a, pendant cette période, la Seine, elle a traversé toute la baie de Seine. Là, je ne sais pas si vous arrivez à reconnaître le trait de côte ici, au niveau de la Normandie, la Haute-Normandie, le Calvados et le Cotentin. Donc la Seine, à ce moment-là, elle est partie rejoindre ce que je vous disais, le fleuve Manche, pour aller vers cet espace-là, au large du Finistère. Donc là, elle a traversé toute cette partie-là.
Voilà, le tracé, ce que vous voyez sur cette carte-là, c'est une carte bathymétrique générée par le multifaisceau. Donc, le tracé, il est aujourd'hui présent, conservé. C'est une paléovallée conservée sous la mer. C'est l'une des plus belles figures, je pense, sous la mer d'une vallée conservée actuellement, les fossiles. Il faut savoir qu'il y avait plein de parcs éoliens, des projets de parcs éoliens au large du Calvados, ici, etc., ont été refusés. Il y avait les pêcheurs qui ont bloqué un peu le processus, mais aussi pour protéger cette vallée. Aussi, il y avait une volonté de protéger cette belle vallée. Donc, s'il y aura une glaciation prochainement, le niveau de la mer il va baisser et la Seine elle va reprendre encore son tracé. Et si la mer avance vers nous, eh ben, elle va reculer et elle laisse la place à la mer. Il faut savoir que durant tous ces temps-là, il y avait une compétition entre la terre et la mer. Parfois, c'est la mer qui gagne sur la terre et parfois, c'est la terre qui gagne sur la mer. Donc, il y avait des cycles comme ça naturellement. Mais aujourd'hui, c'est l'homme qui est en train de provoquer ce processus. Donc, pendant la fonte du glace, certains modèles ont montré si l'on fond encore la glace encore un peu plus avec le réchauffement, certaines villes ils peuvent se retrouver complètement sous l'eau, par exemple, comme ici sur la côte américaine. On peut voir aussi en Europe, chez nous, en Europe occidentale, toute l'Europe occidentale, une grande partie peut se retrouver sous l'eau. Notamment, on peut perdre un pays complètement comme les Pays-Bas, il peut être complètement sous l'eau. Ça, c'est en Angleterre, on voit que tout ce qui est rouge, il sera complètement inondé. Et là, on voit Londres qui est complètement sous l'eau si on augmente la température uniquement de 2 degrés. En France, voilà, tout ce qui est en bleu ici, c'est la mer, c'est-à-dire la mer, elle peut accéder à toutes ces zones-là. Il faut savoir, je ne sais pas si vous, dans le début des années 2000, il y avait une tempête au niveau de la Vendée, etc. Toute cette partie-là, elle est inondée. Parce que naturellement, dans le passé, c'est déjà la mer, elle connaît cet endroit, c'est son territoire. Donc, comme je vous ai dit, il y avait une compétition entre la mer et la terre. Donc, une fois que facilement la mer, elle peut reprendre ses territoires. Donc, voilà. Et cette partie-là, dans le Cotentin, il y a 20 millions d'années, il y avait l'île de Cotentin ici. Aujourd'hui, toute cette partie-là, elle est collée avec la terre, mais il y a 20 000 ans, c'était complètement détaché. Donc, si on augmente encore le niveau de la mer, cette partie, elle sera complètement détachée du continent. Là, aujourd'hui, vous pouvez vous balader un peu partout dans les plages, notamment au nord de la France ou bien dans cette région-là, Aquitaine. Vous pouvez voir que des maisons, il y a le recul des falaises. Et des maisons, ils sont pratiquement perchées sur des falaises. Et voilà, qui se cassent un peu, qui s'écoulent facilement. Et tout ça, c'est lié à des processus d'érosion et la remontée de niveau de la mer. Il faut savoir que ce que je disais tout à l'heure, que la plupart des grandes villes, plus de 15% de la population vit sur les côtes. Donc, toutes ces populations seront touchées par l'élévation de niveau de la mer. Donc, déjà, on a compris, il faut éviter pour vivre, il faut éviter toutes les côtes du monde. Il y a la mer qui arrive, on doit reculer. Mais si on recule, je ne sais pas si c'est une bonne solution parce qu'on va retrouver d'autres problèmes comme le stress hydrique qu'on commence aujourd'hui à avoir, par exemple, dans les Alpes, dans les Pyrénées-Orientales aujourd'hui, et ils sont touchés par manque d'eau. Et dans le monde, aujourd'hui, il y a 700 millions de personnes qui sont touchées par ce stress hydrique. Et donc, si on va vers les 2040, il y aura un peu plus, il y aura environ presque 2 milliards de personnes qui seront touchées par manque d'eau. Et il faut savoir aussi, aujourd'hui, on peut le voir au nord de l'Afrique, certaines nappes phréatiques qui sont complètement salées, ils sont contaminés par, si vous faites un forage, dans certains endroits, vous goûtez l'eau, on a l'impression de boire l'eau de mer.
Donc les nappes phréatiques sont contaminées par les eaux, par la salinité. Là, par exemple, on va vers l'Asie centrale. C'est un article qui montre l'évolution de la mer d'Aral. Là, c'est en 1900, l'état de la mer. C'est situé ici, hein, la mer d'Aral. En 1977, on voit son état. 10 ans après, on a ça, en 1979. Et ce qui est un peu qui est frappant, c'est que la vitesse, pas la dégradation de la mer, mais la vitesse de dégradation ces dernières années. Là, entre 77 et 86, on voit à peu près proche, même s'il y a un recul un peu de la mer, mais en 99, on voit presque qu'on a perdu la moitié. Et puis, entre 99 et 2009, par exemple, 10 ans après, pratiquement, on a perdu la totalité de la mer. Ici, on voit les chameaux. Je vous assure, ce n'est pas l'évolution des poissons. Hein. C'est pas les poissons qui... c'est les chameaux, ils ont colonisé et cherché peut-être de l'ombre et les bateaux coincés. Voilà ça. Et idem pour lac de Tchad. Et lac de Tchad, ce qui est important, c'est que c'est la 3e réserve d'eau du monde, d'eau douce. Et on voit entre 63 et 2007, ce qui reste dans le lac de Tchad, qui regroupe plusieurs pays, sont autour de cet axe. Donc c'est parmi les pays qui sont très impactés par ce réchauffement climatique. Bon, on a une solution, par contre, c'est le dessalement. Donc tous les pays qui sont plus ou moins riches, on va dire, il y a le pétrole, ou ils ont les moyens de faire dessalement, ils pensent que c'est une solution, mais ce n'est pas vraiment une solution. Pour faire du dessalement, ça demande du pétrole, donc on va cramer encore du CO2. Et aussi, ça génère, on utilise certains produits chimiques qu'on rejette aussi dans la nature. Et actuellement, on utilise beaucoup la technique de dessalement pour boire de l'eau de mer, il faut boire. Et tous les rejets sont partis dans la nature ou dans la mer. Donc, il peut y avoir un impact fort sur... D'ailleurs, on voit aujourd'hui en Méditerranée, notamment la partie sud, manque de tortues et beaucoup de méduses, par exemple. Un des problèmes qui peut toucher la planète, c'est important parce qu'il faut se nourrir, et pour nous se nourrir, on a besoin du sol et l'érosion des sols. Voilà. L'érosion des sols, c'est juste cette partie-là que vous voyez située sur un substrat rocheux. Donc juste cette partie. Il faut entre 100 ans dans les pays, on va dire, tropiques, jusqu'à 10 000 ans pour former un sol dans les pays froids. Donc, on ne forme pas un sol rapidement. Par contre, pour son érosion, c'est très simple. Hein. On érode les sols rapidement. Là, c'est des exemples de l'érosion qu'on peut voir sur le bassin méditerranéen, des traces qui montrent qu'on perd notre sol. Et notre sol, c'est le capital pour planter, etc. On a besoin de ce sol pour manger. Et voilà l'érosion de notre sol. Donc, quand il est le sol complètement érodé à cause des tempêtes qu'on a occasionnellement, on a des réchauffements, mais de temps en temps, on aura des pluies torrentielles. Ce qui se passe aujourd'hui, on met du béton partout, on a tout bétonné aussi. Donc, on a réduit nos bassins versants et on a réduit l'espace d'infiltration. Et avec les sols, quand ils ne sont pas végétalisés, etc., ça forme comme une couche en béton, donc ça limite l'infiltration, et ce qui génère ce genre d'érosion. Et ce genre d'érosion, vous pouvez le voir ici sur ce profil-là, il va où? Il est vers la Méditerranée, donc dans les mers, etc. On le trouve dans les bassins. Comme cette couche-là que vous voyez ici, c'est un profil sismique de haute résolution, c'est un profil géotechnique qu'on a prélevé dans la Méditerranée. Il fait environ 1200 mètres. Sur cette couche-là, c'est une couche, ce qu'on appelle debris flow. C'est la couche-là que vous voyez part en mer. Au cours des temps, les derniers, celle-là, elle date, le point le plus ancien, il date environ de 7000 ans.
Donc, il y a des cycles comme ça répétitifs en Méditerranée. Et cette couche-là, elle est complètement, elle couvre une grande partie de la Méditerranée. À l'intérieur, il y a une grande partie du sol méditerranéen qui part ici. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe dans les océans. C'est l'acidification. Pour les FISA A4, je pense, en généraliste, vous avez fait un projet sur blanchissement des coraux, un projet sur la barrière coralligène, il me semble. Donc aujourd'hui, l'océan capte le CO2, ce qui est bien. Mais si on augmente le pourcentage de CO2 dans l'atmosphère, donc on augmente le pourcentage de CO2 dans l'acidité des océans. Donc c'est très simple, on a H2O plus le CO2 et on peut rendre notre milieu acide. Et l'acidité, elle attaque les squelettes calcaires, c'est-à-dire les organismes qui ont un squelette calcaire, ils vont avoir du mal à former leur squelette. Et ben, on peut provoquer une disparition des espèces. Et là, ce phénomène, on l'a vu en cours, c'est connu au Trias. Je vous ai parlé de la période permo-triasique que la planète a connue il y a 300 millions d'années. Donc 80% des espèces ont disparu à cause de ce phénomène. Donc si on ne limite pas notre production en CO2, on peut arriver à ce point-là. Donc là, il y a un autre problème, c'est les hydrates de gaz. Il faut savoir, toutes les pentes continentales autour de notre... Ils sont gorgés des hydrates de gaz. Les hydrates de gaz, c'est quoi? Ce sont des méthanes, c'est du gaz, piégés dans des molécules d'eau. Donc l'eau est gelée. À l'intérieur de ces molécules d'eau gelées, on peut retrouver des molécules de gaz. Donc, si l'océan se réchauffe, donc on perd cette cage-là qui piège c'est de la glace, hein, c'est de la glace qui piège le méthane. On perd cette glace et donc on libère le méthane. Quand on libère le méthane, là je vous montre quelques projets que j'ai connus dans ma vie et quelques exemples. Là, par exemple, c'est un des chercheurs d'Ifremer, Pierre, qui vous montre au nord, dans Sibérie, dans un trou, il voit qu'il y a du gaz qui s'échappe et il allume. Il peut s'allumer, c'est du méthane. On peut retrouver ça sur les pentes continentales entre 200 mètres jusqu'à 400-500 mètres de profondeur. Et on peut le retrouver aussi dans la partie nord du nord américain ou la Sibérie, etc. Donc, quand on perd cette glace, par exemple au Canada et en Sibérie, il y a certaines maisons qui sont complètement posées sur cette couche qui est gelée en permanence. Donc si on perd ce permafrost ou ce pergélisol, elle devient la couche, elle devient argileuse. Donc tous nos fondations ils sont posées sur cette couche argileuse et donc on aura ce genre d'effondrement. Donc il y a plein de structures qui sont posées sur ce genre de couches. Donc là, c'est un exemple ce qu'on appelle, c'est un endroit où on a perdu le gaz, et donc ça fait après un trou énorme comme ça. Donc je vous donne, même sous la mer, dans les océans, là je vous montre juste un exemple de terre, ce qu'on a sur Terre pour comparer à partir des images qu'on a sous la mer. Donc là, on retrouve sous la mer plein d'endroits qui regroupent ces structures dans les pentes continentales qui ressemblent à cette structure-là qu'on a au nord en Sibérie. Donc on peut là, par exemple, dans le golfe de Cadix, on peut retrouver ce genre de structure. Ici, au large de Nigeria, par exemple, c'est des structures qui sont gorgées de gaz aussi. Il y en a certains pays qui pensent à l'exploiter aussi, mais ça peut provoquer d'autres problèmes si on commence à exploiter ce genre de gaz. Je vous montre un peu l'exemple après. Donc là, il y a ces structures, on peut les voir au large du Maroc, des Canaries, Mauritanie, etc. Donc le problème, c'est que ces structures, quand on les trouve souvent, ils sont associés avec des glissements de terrain énormes. Là, c'est un glissement, ce qu'on appelle le Sahara Slide, un des plus grands glissements au monde. Ils sont liés à ces structures. Pourquoi? Pour la simple raison
Voilà, là, c'est au large du Brésil, par exemple. On peut les retrouver sur les profils géotechniques. On peut trouver ce genre de structure ici. Et si on prend un morceau, on fait une carotte, un échantillonnage ici, comme là, ce que vous voyez, vous l'allumez, il s'allume. C'est du gaz gelé. Donc, ce qui se passe, pourquoi je vous dis, il y a des pays qui commencent à l'exploiter ou au moins à réfléchir aussi à l'exploiter, c'est que cette couche-là, elle est située ici. Donc, elle est gelée. Si elle se libère, on ne maîtrise pas ce vide. Donc, on va créer un vide, soit si ce gaz-là se libère d'une manière naturelle à cause du réchauffement, ou bien c'est l'homme qui l'exploite, on va créer ici un vide. Donc, une fois on a créé un vide, on va déstabiliser la pente continentale et peut y avoir un glissement, comme ce que vous voyez ici. Et ce glissement, le problème, c'est que dans certains endroits, il y a des plateformes de pétrole. Ça peut provoquer des crises. Voilà, il y aura toute la plateforme qui peut se casser, il y aura un problème écologique. Voilà. Là, quand on bouge une masse de sédiments, on va bouger avec une masse d'eau. Donc ça peut générer aussi des tsunamis sur des deux côtés. Donc si l'homme ne touche pas, si on réchauffe, sans l'intervention aujourd'hui de l'homme, on réchauffe juste avec le réchauffement climatique et le réchauffement des océans, on peut de temps en temps vivre des moments comme ça, des tsunamis sur les côtes. Ça, c'est en dehors de l'élévation de niveau de la mer. Donc c'est simple, je glisse, je provoque un glissement ici et je remonte et ça génère des tsunamis. Donc si on compile un peu tout, il ne reste pas un endroit peinard où on peut vivre. Et pratiquement toute la planète est touchée par des problèmes naturels, soit des inondations, soit manque d'eau, etc., où il n'y a pas de sol, etc. Et ça, c'est en dehors des problèmes géopolitiques, comme ce qui se passe en ce moment ici, en Russie. Et la cerise sur le gâteau, on n'a pas traité les problèmes de séisme, etc., volcanisme, qui peut toucher certains endroits. Donc on peut superposer cette carte sur l'ensemble aussi. Pour les pour les économistes peut-être ici, généralement on n'intègre pas, les économistes, ils ont rarement intégré l'environnement dans leur modèle économique, mais aujourd'hui ils sont obligés parce qu'on voit avec tout ce qui se passe, voilà, en Europe on est presque en 2020 à 5 milliards d'euros de pertes, ici en Inde 2000 morts. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vécu en 2020. La bonne nouvelle, c'est que je vous ai dit qu'il y a un modèle dans les modèles, il y a la quatrième proposition de ce modèle de MIT. Ce qu'ils disent, bon, il y a une solution, c'est que pour réduire déjà notre pollution et on peut stabiliser à un moment les ressources, mais la seule solution, c'est de changer notre comportement et de s'orienter vers une nouvelle énergie, comme ce que propose par exemple Shift Project. Ce qu'on disait, on doit absolument aujourd'hui arrêter de consommer de cette manière. Et il faut absolument qu'on change nos habitudes. Je vous invite d'aller sur le site de Shift Project. C'est une réflexion qu'il propose, c'est un projet. Il y en a d'autres aussi que vous pouvez consulter. Mais aujourd'hui, il faut absolument qu'on s'oriente vers ça. Et surtout pour vous, ça peut vous offrir des portes, des nouvelles opportunités, soit au sein de vos entreprises, soit dans d'autres entreprises, etc. Pour ceux qui cherchent du travail, il faut s'orienter vers des domaines proposés par Shift Project, notamment tout ce qui est un transport en ville en commun, transport vert, dans l'automobile, les petits véhicules, la rénovation dans les nouveaux bâtiments, etc. Je vous invite à aller sur le Shift Project pour lire en détail tout ce que les propositions de Shift Project, et c'est le seul moyen pour penser à vous aussi et à la future génération. Donc il faut
on doit absolument limiter tout ça. Donc, juste pour finir, je dirais que CISI aujourd'hui notamment propose plein d'actions en lien avec le développement durable, etc. Pour les FISA BTP aujourd'hui, on a mis en place un concours innové pour le climat, c'est les Olympiades. Les soutenances, ils seront la semaine prochaine. Vous pouvez passer les voir, ils sont sur les plateaux en train de travailler aussi. Et on a lancé aussi une Summer School, c'est une summer internationale, 3 semaines d'été pour les étudiants, c'est priorité pour les étudiants internationaux. Si vous êtes intéressé, vous pouvez, mais les places sont limitées aussi. On ne peut pas prendre tout le monde, c'est la priorité pour les externes. On va parler, ils vont visiter déjà Paris, etc. Mais surtout sur la construction durable, l'utilisation de tout ce qui est numérique en BTP. Et aussi, on va visiter tout ce qui est les constructions des Jeux 2024. Et on va voir aussi comment ils ont utilisé notamment le BIM pour la construction durable. Voilà, si vous êtes intéressé, contactez les filles. Merci. Merci. Merci beaucoup. On va passer aux questions-réponses. Donc, on lève bien la main pour les personnes qui auraient des questions. Et pour ceux qui nous regardent via le live, envoyez vos questions à causerie@idfc.fr. Une question sur l'évolution de votre planète? J'arrive. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, merci pour cette présentation. Je vais vous poser une question. Que pensez-vous des personnes qui disent que le réchauffement climatique est une chose normale, dans la mesure où toute période de réchauffement a été suivie par une période de glaciation, notamment dans l'océan? Ce que je vous ai montré au début de l'exposé, naturellement, avant l'apparition de l'homme, c'est une période normale, notamment le quaternaire, la dernière période géologique. Elle est marquée par un peu plus de 20 glaciations, une alternance glaciaire interglaciaire. Et puis, aujourd'hui, on est la dernière période, l'Holocène, ce qu'on appelle l'Holocène. C'est normal, ça réchauffe, mais le problème, c'est que avec l'impact anthropique, on a généré beaucoup de gaz à effet de serre, on est en train d'accélérer le processus. Du coup, ma question, c'est est-ce qu'il est possible, nous, à notre échelle, de réduire en fait l'impact sur la Terre? Est-ce que on doit passer par les technologies et les usines, ou c'est l'humain à son échelle qui peut... Oui, l'humain à son échelle, il doit... le phénomène est simple, on génère les gaz à effet de serre, on accélère le réchauffement. Aujourd'hui, le réchauffement, on ne va pas l'arrêter parce que déjà, il y a un stock dans l'atmosphère, mais plus on génère, on va accélérer encore plus. Et le but, c'est d'essayer de ralentir et de réduire pour ne pas accélérer ce process davantage. Mais oui, c'est à l'échelle de l'homme. C'est à nous de régler ce problème aujourd'hui. Oui. Oui, je voulais revenir sur... vous avez dit que vous avez beaucoup insisté sur l'énergie nucléaire. Vous avez beaucoup insisté sur l'énergie nucléaire. Du coup, je voulais savoir si c'était vraiment inenvisageable d'être au 100% renouvelable. J'ai pas entendu la fin. Est-ce que ce serait envisageable d'être au 100% renouvelable sur une courte durée? 100% renouvelable, je suis pas sûr. Hein, voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, je peux vous poser la question, avec quoi on fabrique une éolienne? Je sais pas. J'ai pas trop d'idées. Est-ce qu'il n'y a pas de pétrole dedans? Si, il y en a. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse, mais
C'est un débat de société, il faut utiliser les deux. Il y a des gisements éoliens dans certains endroits, on doit mettre des éoliennes. Il y a des endroits où il y a des courants, il faut mettre des hydroliennes. Et il y a des endroits où il y a du soleil, il faut mettre tout ce qui est photovoltaïque ou panneaux solaires, ce que vous voulez. Il y a des endroits où il faut mettre des stations nucléaires. On met des stations nucléaires. Mais oui, tout ce qui est nucléaire, s'il faut le maîtriser, on ne va pas mettre une station nucléaire dans des zones très sismiques, des zones de subduction très actives, etc. Il faut que ce soit réfléchi. Oui. On a une question via le live. Alors, est-ce qu'on a une idée de comment se préparent les gouvernements, notamment sur les différents flux migratoires ? Non, je ne sais pas. Non, il faut déjà qu'on se prépare, il faut que les gouvernements se préparent à cette transition. Je pense qu'en France, aujourd'hui, il y a une volonté, et ça se voit, même peut-être c'est pas assez, on voit un peu partout, ça parle de l'environnement et on veut accélérer cette transition et limiter les gaz à effet de serre, et ça sent un peu partout, mais il faut que ça soit une politique mondiale. Et pour répondre juste à la question, oui, en regardant ce qui se passe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie, je pense que les gouvernements se préparent très bien. Est-ce que, par effet de seuil, on n'aurait pas déjà dépassé le point de non-retour ? On sait déjà que la température a déjà augmenté d'1,5 degré. On a une fonte du permafrost avec la libération du méthane. À côté de tout ce qu'a produit l'homme jusque-là, ce que réserve la nature dans les gaz à effet de serre emprisonnés dans les sols, c'est même pas du même ordre de grandeur, c'est 10 à 100 fois plus important que ce qu'on a déjà libéré jusqu'à présent. Donc est-ce que c'est pas tout simplement déjà trop tard ? Oui, je dirais pas trop tard. Vous avez vu le modèle de l'espoir, on va dire. On peut pas dire, on a une chance en l'attente. C'est ça le plus important. Et si vous lisez le rapport de GIEC, qu'il dit, on a 1,5 degré, on a 2 degrés jusqu'à la fin du siècle. Et si on fait encore moins, on aura 4 degrés, etc. Donc l'objectif, c'est ne pas dépasser, on va dire, aller entre 1,5 et 2. Donc on a cette chance-là pour ne pas dépasser les 2 degrés, on va dire, d'ici la fin du siècle. Donc c'est pas trop tard. Une dernière question ? Bon, on va pouvoir conclure. Remercier Merci. encore chaleureusement Massinissa. Je voudrais en profiter pour remercier l'ensemble des causeurs de la saison 2022-2023. Merci à eux d'être venus vous apporter des connaissances et voilà, sur différentes thématiques diverses et variées. Et je voudrais vous remercier également, tous ceux qui nous suivent chaque semaine, nos apprenants, nos tuteurs, nos institutionnels, nos salariés, mes collègues avec qui j'organise les causeries saisies toute la saison. Merci à l'informatique, au support communication et à la logistique. Merci à eux, merci aux pilotes aussi de vous cadrer, de vous proposer ce genre d'événements. Et puis, je vous invite à vous proposer vos thématiques et vos causeurs, si vous avez des idées, par mail, causerie@saisie.fr. Je commencerai à faire la programmation de la nouvelle saison à partir de juin. Donc, je vous invite à échanger avec moi si vous avez des idées. Je vous invite également à voir ou revoir des replays des 3 dernières saisons sur la playlist Les Causeries Saisies sur la chaîne YouTube Saisie. Et puis rendez-vous avec grand plaisir donc fin octobre 2023 pour vous retrouver avec 26 nouvelles conférences qui j'espère vous plaira. Merci à tous. Au revoir.